Ça marche. Bonjour tout le monde. Donc, toujours dans la série des cours de pneumologie, on va entamer aujourd'hui un cours portant sur la sarcoïdose. Alors, comme on a déjà vu, donc vous remarquez que le suffixe ose se répète beaucoup en médecine. Tuberculose, ose. Ose, ça veut dire maladie. Maladie ou un truc multiple. Qu'est-ce que ça veut dire tuberculose? Tubercule. C'est quoi les tubercules? Qui goulent comme les tubercules de pommes de terre. C'est des tubercules. Donc c'est la même chose. Donc par analogie, sarcoïdose, donc maladie des sarcoïdes. C'est quoi les sarcoïdes? Sarcoïdes. Donc je vais vous le dire. Sarcoïde, sarcoïde, ça veut dire, c'est du latin, ça veut dire viande, un truc charnu. Les premières descriptions de cette maladie qui ont été faites dans les années 1900, donc ils ont remarqué qu'il y avait des malades qui ont des lésions dermatologiques charnues. Donc, ils ont appelé ça sarcoïdose. Alors la définition, c'est une maladie. Voici notre plan, donc on va voir tout ça. C'est une maladie systémique. Quand on dit maladie systémique, ça veut dire quoi? Elle touche plusieurs organes. Donc, maladie systémique, donc touche tout le système. Donc, de cause indéterminée. Jusqu'à présent, on ne connaît pas l'agent causal de la sarcoïdose. On le connaît pour la tuberculose. Donc, on a découvert que c'est une mycobactérie. Mais pour la sarcoïdose, on ne connaît pas. Il y a plusieurs hypothèses, mais on ne connaît pas le vrai agent. Donc, maladie systémique d'étiologie indéterminée qui touche avec prédilection le poumon et le système lymphatique et qui est caractérisé sur le plan anapathe par un granulome, ce qu'on appelle épithélioïde, c'est-à-dire gigantocellulaire, sans nécrose caséeuse. C'est la seule différence entre les deux, enfin la seule différence sur le plan anapathe. La tuberculose, on trouve la nécrose qui signe d'ailleurs le diagnostic. Pour la sarcoïdose, c'est un granulome tuberculoïde, mais sans nécrose caséeuse. Voilà, on l'appelle aussi maladie de Bessner-Buck-Schaumann, la BBS. Vous entendez assez souvent, surtout pour les anciens écrits, vous trouvez toujours cette maladie de BBS. Maladie de les trois savants, Bessner, Buck et Schaumann. Ils ont fait chacun différemment une description d'une partie de la maladie. Une fois que sarcoïde, ça veut dire viande charnue, un truc charnu. Vous connaissez c'est quoi un sarcophage? Sarcophage. Je connais suis علم الآثار. Les sarcophages هم هذوك القبور تاع الرومان هذوك un sarcophage. Sarco, ça veut dire viande, phage, dévoré ولا شغل الحاجة تاكل اللحم. القبر. Un sarcophage, ça veut dire حاجه يحطوا فيها الموتى. القبور هذوك اللي لقاهم بالحجر ولا تاع لي فراعنه الفراعنه هذوك اسمهم لي ساركوفاج. Donc sarco, ça veut dire viande. Maladie d'étiologie indéterminée qui touche plusieurs organes. Sur le plan épidémiologique, c'est une maladie dont la prévalence varie entre 5 à 20 pour 100 000 habitants. Elle est surtout fréquente chez les patients âgés entre 25 jusqu'à 45 ans. Elle est plus fréquente chez les patients, chez les gens de race noire, les Africains et les originaires des Caraïbes. L'atteinte médiastinale reste la plus fréquente. Voilà. Donc on a dit qu'elle touche plusieurs organes, mais le poumon c'est l'organe le plus atteint. Alors, si vous ne connaissez pas les Caraïbes, vous connaissez certainement le Pirate des Caraïbes. Les Caraïbes, c'est cette région-là, dans la carte, entre l'Amérique latine et l'Amérique du Nord. Voilà. Les îles, là, de plus, même les Caraïbes. La maladie, elle est plus fréquente. Alors, sur le plan anapathe, on a dit que c'est un épithélium gigantocellulaire. Mais sur le plan physiopathe, on a dit que la cause est indéterminée. Mais il existe plusieurs hypothèses. Comme la tuberculose, donc il y a des mycobactéries qui pénètrent par voie aérienne, hein, c'est les micro-gouttelettes de Fludge, c'est le même cas pour le SARS-CoV-2, les coronavirus. Donc en général, il y a des maladies
atropisme respiratoire, c'est-à-dire il y a des particules dans l'air, on inhale, ça provoque une maladie. Alors la tuberculose, on connaît, c'est une mycobactérie, mais pour la sarcoïdose, il y a plusieurs hypothèses qui ont été émises, à savoir la fumée de bois, les pesticides, les métaux lourds, les poussières de métaux, surtout pour les travaux et tout ça, les poussières de construction et tout ça. Il y a aussi certaines mycobactéries qui ont été incriminées. Donc il y a une mycobactérie qui pénètre, qui provoque la maladie, mais quand on fait le diagnostic, on ne la trouve pas. Donc, le mécanisme, c'est pratiquement la même chose. Vous avez quelque chose qui pénètre au niveau du poumon, elle provoque une réaction du système immunitaire sous forme de granulation. Donc, pour la réponse, les cellules de l'immunité vont attaquer cet agent-là, qu'il soit mycobactérie ou poussière ou pollen ou autre chose, vont l'attaquer pour essayer de le détruire. C'est ça le principe de l'immunité. Donc, on essaie de le détruire. Et ça donne ce qu'on appelle les granulats. Donc, une fois arrivé au niveau du poumon, les premières cellules qui vont l'attaquer, c'est les cellules T. Elles vont recruter les macrophages. Les macrophages vont se lier les uns aux autres et ils donnent ce qu'on appelle les cellules géantes. Cellules géantes, elle est plurinucléée, donc plusieurs noyaux. C'est le résultat de la fusion de plusieurs macrophages. Ça donne une cellule géante. Donc, c'est pour. Donc, si on prend, par exemple, un macrophage, il est comme ça, mais l'agent pathogène, il est plus grand. Alors, comment un macrophage peut avaler ça? Il ne peut pas l'avaler. Donc, il y aura une union, une unification de plusieurs macrophages pour contenir cette particule, cette bactérie. Donc, c'est ça le principe. Donc, une fois arrivés, les macrophages, ils vont sécréter les médiateurs de l'inflammation, les interleukines, les TNF-alpha, l'interféron et tout ça, et qui va réaliser ce qu'on appelle un granulome. Donc, ce granulome-là, il va sécréter autre chose, il va sécréter l'enzyme de conversion de l'angiotensine, il va sécréter la 1-alpha-hydroxylase, donc ça va former, ça va activer la vitamine D, donc on va trouver par la suite une hypercalcémie. Donc si vous avez une vitamine D par excès, ça va créer une hypercalcémie. Voilà. Et tout ça, c'est pour tenter de contenir cet agresseur. Donc il y a quelque chose qui a agressé, il est attaqué par les cellules, mais nous, on va voir les conséquences. Donc, on ne connaît pas l'agent, mais on va trouver le résultat de cette attaque. Donc vous avez au départ les lymphocytes qui vont stimuler les macrophages par les intermédiaires des interleukines et tout ça. Ça va créer un granulome. Voilà. Pour le granulome, donc sur le plan anapathe, on a dit que c'est un granulome qui est tuberculoïde, mais sans nécrose caséeuse. Voilà. Donc au centre, vous avez les cellules épithélioïdes, gigantocellulaires, donc c'est les cellules géantes, et qui sont entourées en périphérie par une couronne de lymphocytes. Ça veut dire quoi? Une couronne, coronavirus. Une couronne, c'est taj. Qui dit comme une couronne, c'est حاجة مدورة هكا. على سموه corona, le virus taji, la couronne, في la périphérie, كاين les récepteurs, donc كما كيشوفوا في الميكروسكوب يلقاوهم مدوروا فيه une couronne. شغل تاج داير عليه. تسمى le virus taji. Donc en périphérie, vous avez une couronne, يعني حلقة ولا كيف نسميوه تاج de lymphocytes. Le granulome, il est sphérique. شغل كيما نقول لكم شغل لو كرة. Il est sphérique, sous forme d'une sphère. Mais quand on fait la coupe, on trouve ça. Quand on fait la coupe, on trouve ça. C'est ce qu'on trouve. Donc, il y a au centre, il n'y a pas de nécrose, mais on trouve les cellules géantes. Et en périphérie, vous avez les lymphocytes. Ça s'appelle le granulome tuberculoïde. C'est les anapathes qui chauffent. Ils expliquent une granulomatose. Granulomatose. Il va voir. Et s'il trouve la nécrose au centre, il dit avec nécrose caséeuse, donc on a la tuberculose. S'il n'y a pas de nécrose, ça peut être une sarcoïdose ou autre. Donc il y a plusieurs maladies qui peuvent donner les granulomes, entre autres la béridiose, les cancers, les lymphomes, les médicaments. Certains médicaments donnent ça. Voilà, donc le même aspect. Cliniquement, comment ça va se manifester? Alors vous avez deux formes. Il y a la forme médiastinopulmonaire et il y a la forme extrapulmonaire. En général, la forme
pulmonaire, c'est la plus fréquente. Dans 90% des sarcoïdoses, vous avez une atteinte pulmonaire. Elle est isolée dans la moitié des cas. Ça veut dire dans la moitié des cas, vous avez uniquement l'atteinte respiratoire. Et parfois, vous avez une sarcoïdose, par exemple, cutanée ou la ophtalmologique avec atteinte respiratoire. Donc, dans 90% des cas des sarcoïdoses, vous avez une atteinte du poumon. Alors, c'est des malades généralement asymptomatiques. Il y a quelque chose qui a pénétré, elle est attaquée par le système immunitaire, elle est détruite et tout rentre dans l'ordre. Mais parfois, vous avez des symptômes. Donc, un tiers des cas, vous avez des signes généraux, des signes respiratoires, fièvre, altération de l'état général, autres signes. Voilà, donc pour cette forme-là, vous avez ce qu'on appelle les stades radiocliniques. Radiocliniques, ça veut dire en fonction de l'évolution, vous avez des symptômes. Alors, vous allez faire l'orthopédie l'année prochaine. Vous allez faire des classifications, les fractures type 1, type 2, type 3. Donc, c'est des types. Et parfois, on vous parle de stade 1, stade 2, stade 3. C'est quoi la différence? Les stades, ils sont évolutifs, comme stade 1, ensuite stade 2, stade 3 et 4. Les types, non. Qu'un fracture, c'est des types. On n'est pas obligatoirement obligé on n'est pas obligé de passer par... non, pour les stades, pour arriver au stade 3, on est obligé de passer dans le stade 0, 1, 2. Alors, sur le plan radiologique, ou là sur le plan radioclinique, vous avez 4 stades. Enfin, il y a le stade 0 avec une radio normale. Ça veut dire quoi? Vous avez une sarcoïdose cutanée ou une sarcoïdose ophtalmologique. Vous faites la radio, il n'y a rien. Pour le stade 1, vous avez des adénopathies médiastinales. Pour le stade 2, vous avez des adénopathies médiastinales avec atteinte parenchymateuse. Le stade 3, vous avez uniquement l'atteinte parenchymateuse, donc les adénopathies elles disparaissent. Et pour le stade 4, c'est la fibrose. On va commencer par le stade 1. Alors le stade 1, c'est les adénopathies. Donc, vous faites une radio, vous trouvez des adénopathies sur la radio. C'est des adénopathies en général qui sont symétriques, bilatérales et non compressives. Ça veut dire quoi non compressive? Ça n'entraîne pas une atélectasie. Alors quelque chose qui comprime les branches, ça entraîne une atélectasie, donc le lobe est fermé. Elle peut comprimer les vaisseaux, ça donne un trouble de la vascularisation, ça peut entraîner une compression des nerfs, ça donne des douleurs. Donc quand on vous dit non compressive, donc il n'y a pas de compression ni bronchique, ni vasculaire, ni nerveuse. Voilà. Le parenchyme pulmonaire est par ailleurs normal. En général, à ce stade, il n'y a pas de symptômes. Stade 1, vous avez uniquement des adénopathies asymptomatiques et ça peut passer. Donc en général, le stade 1, il est régressif. Stade 1 et 2, en général, les symptômes régressent spontanément, mais on peut évoluer vers les autres stades. Alors sur cette radio-là, quand on voit bien, on trouve sur la région médiastinale une opacité des deux côtés. Donc ça correspond à des ganglions ou là des adénopathies. La différence entre ganglion et adénopathie, c'est quoi? Donc ça, quand ça dépasse 1 cm, on parle d'adénopathie. Ganglion, il est normal, physiologique, mais quand il est malade, ou là atteint d'une maladie, il s'hypertrophie, on l'appelle hypertrophie ganglionnaire ou la adénopathie. Alors la cartographie des ganglions, c'est ça. Donc au niveau du médiastin, vous avez une cartographie, la cartographie ganglionnaire. Je t'arrive à peu près l'endroit des ganglions. Pour chaque ganglion, pour chaque chaîne ganglionnaire, vous avez un numéro. Ici, c'est les 2D. Ça veut dire right. 2. On a 2G à peu près. 2D, 2G, 4G. 1, c'est prétrachéal. Vous avez aussi les 4. Vous avez 5 ou 6 para-aortique. Vous avez 7, œsophagienne, 8, 9. Et ensuite, vous avez les 10, 11, 12, 13 et 14. Interbronchiques en général. Beaucoup plus. C'est les 10, 11, 12, etc. Donc sur cette radio, quand on voit bien, vous avez des opacités qui sont bilatérales, symétriques, non compressives. Je vous ai fait un petit schéma pour comprendre. Donc c'est ça. Une fois les ganglions ils sont hypertrophiés, on les voit sur la radio.
Vous voyez, non, pas de ganglions, mais quand ils sont hypertrophiés, ça donne à peu près cette image. Même chose, adénopathie bilatérale et symétrique. Sur le scanner il permet de mieux voir les adénopathies. Mais il faut savoir que la classification est une classification sur la radio. C'est pas une classification scanographique. Donc au départ, ils ont fait cette classification sur la radio et c'est toujours valable. Pour le scanner, le problème qui se pose, c'est des coupes. C'est pas comme la radio. La radio, vous voyez carrément comme ça et vous dites c'est un ganglion. Sur le scanner, c'est des coupes. On risque d'avoir une confusion avec les vaisseaux. On ne peut pas savoir est-ce que c'est un vaisseau ou c'est un ganglion, parce que les deux ont la même tonalité. Mais quand on fait l'injection de produits de contraste, les vaisseaux prennent le contraste, les ganglions, non. Voilà, c'est pour ça qu'on fait systématiquement, pour le scanner, on fait avec et sans injection de produits de contraste. On a dit pour la DDB, on n'a pas besoin de produits de contraste. On fait le scanner sans injection. Pour les autres pathologies, surtout si on suspecte un problème vasculaire, on fait l'injection. Donc les vaisseaux, ils prennent le contraste, les ganglions, ils ne prennent pas. Voilà, toujours le stade 1. Donc si vous avez ça, c'est le stade 1. Toujours stade 1. Alors pour le stade 2, vous avez les adénopathies avec une infiltration de type interstitiel. L'interstitium, c'est ça. En général, l'interstitium, c'est des images qui sont bilatérales. Donc ça touche les deux côtés. Et les lésions ne sont pas confluentes. Qui est le syndrome alvéolaire. Quand ça touche les alvéoles, ça donne des opacités en plage comme ça. Quand ça touche l'interstitium, c'est des points. C'est des micronodules. Ou des petites lignes. Donc pour le stade 2, adénopathie, vous avez les adénopathies avec l'infiltrat. Donc voici les adénopathies et l'atteinte interstitielle parenchymateuse. Voilà. Ah, c'est typique. Les ganglions, c'est polycyclique en général. Polycyclique. Avec atteinte interstitielle bilatérale qui correspond au stade 2. Alors pour le stade 3, en général, vous avez l'atteinte interstitielle avec disparition des adénopathies. Donc, à ce stade, en général, vous avez les symptômes. Stade 1 et 2, on a dit pas de symptômes. Généralement, pas de symptômes, mais on peut avoir des symptômes. Pour le stade 3, on commence à voir les symptômes. Dès qu'il y a une atteinte du parenchyme, comme je fais le Covid, les poumons, vous avez les symptômes. Vous avez les symptômes, la dyspnée, la toux, les crachats. Parfois, vous avez, surtout à l'effort, vous avez l'hypocratisme, donc les signes de l'atteinte respiratoire. Donc en général, il est symptomatique, mais il peut être à ce stade asymptomatique, un tiers des cas asymptomatiques. Mais les EFR, on peut avoir déjà des perturbations. La DLCO, elle est perturbée, les EFR, on peut commencer à avoir une petite restriction. Et la régression, généralement, elle est soit spontanée, soit on a une évolution vers le stade 4 qui est une fibrose. Donc, toujours stade 3, si vous avez une atteinte parenchymateuse interstitielle sans ganglion, on évoque la sarcoïdose stade 3, toujours interstitium sans atteinte ganglionnaire. Pour le stade 4, c'est une fibrose, donc c'est 10% uniquement des patients qui atteignent le stade 4. Mais généralement, vous avez les symptômes. Donc, vous êtes au stade de fibrose, le malade commence, mais il a déjà les symptômes de la dyspnée, l'hypocratisme digital et les perturbations gazométriques et à l'EFR. Voici le stade 4. Donc, vous avez une destruction de l'architecture normale du poumon. Vous avez les petites distorsions. Vous avez un emphysème compensateur. Les lésions en général prédominent au niveau des parties supérieures. Donc, pour la sarcoïdose stade 2 et stade 3, les lésions, c'est en général la région moyenne. La moyenne est parfois supérieure du champ pulmonaire. Les lésions, la région moyenne. Voilà, donc c'est ça la fibrose. Donc si vous avez une fibrose, la fibrose, c'est une maladie qui ne pardonne pas. Donc le poumon est détruit, il est remplacé par des petits kystes comme ça, c'est des kystes, et qui ne respirent pas. Donc le malade aura une difficulté à respirer et c'est ce qu'on appelle l'insuffisance respiratoire chronique. Donc je reprends les stades radiocliniques. Stade 1, adénopathie bilatérale symétrique non compressive. Stade 2, adénopathie bilatérale non compressive avec atteinte parenchymateuse. Stade 3, uniquement l'atteinte parenchymateuse. Stade 4, c'est la fibrose. Voilà. Il faut savoir qu'il y a d'autres symptômes, donc c'est les atteintes extrapulmonaires et qui sont aussi fréquents. Vous avez surtout les atteintes
dermatologiques. Il y a l'érythème noueux, et peut-être parfois des lésions au niveau du visage, ce qu'on appelle aussi le lupus pernio. Il y a l'atteinte hépatique, il y a les adénopathies périphériques. Donc vous avez l'atteinte médiastinale, et il y a les adénopathies périphériques, surtout épitrocléennes et tout ça, susclaviculaires. On trouve des adénopathies susclaviculaires qui ont les mêmes caractéristiques de la tuberculose. Les ganglions de la tuberculose, c'est des ganglions qui sont fermes, mobiles et indolores. FMI. FMI, ferme, mobile et indolore. Ça veut dire quoi, ferme? Ça veut dire qu'il n'est pas... Il est un petit peu dur, mais il n'est pas très dur. Quand il est très dur, ça évoque le cancer. Les ganglions qui sont très durs, qui sont fixés, qui ne sont pas mobiles, c'est en général la pathologie maligne, des métastases. Quand ils sont mobiles, تعرفوا شو les ganglions بالعربيه ولا الشاويه يقولوا لهم الولسيس. هنا اللي مالاد يقول لكم عندي الولسيس. هذا هو لو تيرم اوتيليزي لهنا عندنا. ولا بالشاويه يقول لهم اولاس هكا، او يقول لك المريض عندي الاولاس. سي دي بتي نودول qui siègent surtout quand on les trouve ça évoque surtout la tuberculose. Le deuxième diagnostic, c'est la sarcoïdose et les lymphomes. Les lymphomes, ils ont les mêmes caractéristiques. De toute façon, qu'est-ce qu'on fait? On fait une cytoponction. Donc, on fait cytoponction et on envoie à l'anapathe. S'il vous répond granulome tuberculoïde avec nécrose, c'est de la tuberculose. Pas de nécrose, c'est en général sarcoïdose ou autre chose. Mais parfois, il vous répond lymphome. Donc, les ganglions, il faut bien les examiner. On a aussi les atteintes ORL, comme les parotidites. Les malades ont un gonflement, c'est les parotides, les lésions parotidiennes. Il y a aussi l'atteinte ophtalmologique. On va voir les détails, quand il y a un tableau fait tous les détails. L'uvéite antérieure ou la postérieure, c'est les lésions les plus fréquentes. Les arthrites, l'atteinte cardiaque et l'hypercalcémie. On a dit l'hypercalcémie par la production d'une vitamine D. Vitamine D par le granulome. Voilà. Alors sur ce tableau, vous avez tous les détails. Par exemple, pour l'atteinte ophtalmologique, elle est entre 15 et 30%. Uvéite antérieure, postérieure, elle peut donner des névrites optiques. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? On fait un examen à la lampe, angiographie rétinienne, biopsie et tout ça. Par exemple, la peau, vous avez 15 à 20%. Vous avez le sarcoïde à petits, à gros nodules, les cicatrices, le lupus pernio. On fait une constatation, soit on fait une biopsie. Vous avez une lésion, en général, on fait une biopsie sur une lésion, c'est plus facile à biopsier. Pour les adénopathies, on a dit elles peuvent être superficielles, comme les épitrocléennes. Non. L'examen clinique, l'échographie, la biopsie ganglionnaire. Le foie, on fait une biopsie hépatique. Pour les autres atteintes neurologiques, là, vous avez l'IRM, le dosage hormonaux, la PL, l'EMG, donc tout un tableau. L'atteinte ORL, c'est surtout les atteintes sinusiennes et parotidiennes. L'atteinte des parotides, on fait un examen ORL avec des biopsies. L'atteinte articulaire, l'atteinte cardiaque, elle est grave. Donc ça donne des blocs auriculo-ventriculaires avec des troubles du rythme. On fait l'ECG, l'échocardio, ECG Holter et tout ça. Le rein, c'est les hypercalcémies ou les atteintes. On fait une biopsie rénale. Donc vous voyez que c'est une maladie systémique qui touche un petit peu tous les organes. Et si on a une lésion accessible, on fait la biopsie. On fait une exploration. On demande parfois l'avis du spécialiste de l'organe et on fait une biopsie. Donc dès qu'on a une biopsie qui parle d'un granulome sarcoïdosique ou la granule tuberculoïde sans nécrose, on s'oriente vers la piste de la sarcoïdose. Alors, je vais vous montrer quelques lésions dermatologiques. Je vais commencer par l'érythème noueux. Ça, vous allez le rencontrer durant votre pratique. Des fois, on le trouve dans les lésions streptococciques. On le trouve aussi dans la tuberculose et dans la sarcoïdose. Ça veut dire quoi? Érythème noueux. Érythème, c'est rouge. Et noueux, c'est les nouures. C'est des petits nodules sous la peau. Donc, qui m'a de la malade. C'est une malade qui a un service. Donc ça, c'est un érythème, mais quand vous touchez, vous trouvez un nodule sous la peau. Ça s'appelle l'érythème noueux. Alors, devant ça, on fait généralement une IDR.
Si l'IDR est positif, on est sur la piste de la tuberculose. Si c'est négatif, il faut chercher la sarcoïdose ou autre chose. Donc, principale manifestation cutanée, c'est le premier signe. Parfois, donc, on a c'est des nouures, donc fermes, douloureuses, elles sont douloureuses. Siège le plus souvent au niveau des membres inférieurs, genoux, parfois les membres supérieurs. Regressent spontanément en quelques semaines. Et quand elles sont associées à de la fièvre avec des arthralgies et une IDR négative, avec des adénopathies, on appelle ça le syndrome de Lofgren. Donc, érythème noueux plus IDR négatif, fièvre, arthralgie et adénopathie. Voilà. Il y a aussi les sarcoïdes, on les appelle les sarcoïdes. Voici à quoi ressemblent les sarcoïdes. Ils ont fait la description sur ça. Un truc charnu, il y a les sarcoïdes à gros nodules comme ça, qui sont généralement volumineux. Parfois, elles cicatrisent mal, donc ça laisse des trucs atrophiques comme ça. Et vous avez les sarcoïdes à petits nodules, comme ça. Donc, les lésions générales de la sarcoïdose. Vous avez aussi le lupus pernio. Le lupus, le lupus jette le loup. Enfin, le lupus, c'est généralement la teinte en aile de papillon, on aile le visage. Mais ça existe aussi dans la sarcoïdose. Des taches violacées, comme ça, lupus pernio. Alors, donc vous avez des symptômes qui évoquent la sarcoïdose, soit des éléments respiratoires, soit des éléments extra-respiratoires. On doit essayer de trouver comment poser le diagnostic. Donc, pour la forme respiratoire et les thoraciques, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, si vous avez une atteinte cutanée, j'ai dit il faut biopsier les lésions cutanées. Il vous répond sarcoïdose ou la lésion en faveur d'une sarcoïdose. Pour le poumon, c'est un petit peu difficile. On a dit que l'atteinte, elle est bronchique, extra-bronchique plutôt. Elle est ganglionnaire. Les ganglions, ils ne sont pas au niveau des branches. Ils sont extra-bronchiques. Donc, si on fait la fibroscopie, on ne va pas trouver les ganglions. Mais on peut trouver autre chose. Des fois, en général, elle est normale, mais parfois, elle trouve une inflammation. Une inflammation avec élargissement des éperons. Les éperons de séparation. Vous connaissez c'est quoi les éperons de séparation? Donc, vous avez la trachée, elle se divise en deux branches, branche droite et gauche. La ligne de séparation qui se met à la carène. Et quand on descend, c'est les éperons de séparation. Chaque deux branches, ils se divisent en deux. Il y a les éperons. En général, c'est une ligne aiguë. Mais quand il y a des ganglions en dessous des branches de séparation, elle est élargie. On parle d'élargissement de la carène ou là des éperons de séparation. En général, on fait des biopsies à cet endroit. On les appelle des biopsies étagées. Biopsie étagée, il y a les étages, la carène, entre la branche droite, les éperons de séparation. Mais l'idéal, c'est de le faire dans l'ordre inversé. C'est-à-dire, on commence les branches les plus distales, on fait une biopsie, et on remonte, on fait. Parce qu'il y a le saignement. Si je commence par la carène, je fais une biopsie, il sera un saignement, je ne vois pas bien la suite. Donc, je fais une biopsie étagée, on note là. Voilà. Mais elle peut montrer des sarcoïdes endobronchiques dans 10% des cas. C'est exceptionnel. Alors, donc, on a la fibroscopie. Qu'est-ce qu'elle permet? De voir, donc c'est la macroscopie, de faire des biopsies étagées et faire ce qu'on appelle le lavage broncho-alvéolaire, le LBA, lavage bronchiolo-alvéolaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va aller vers une branche, en général lobe moyen, on injecte du sérum, 200 ml, et on le récupère avec aspiration. Voilà, on aspire, on va trouver les cellules inflammatoires, surtout le rapport CD4 sur CD8 qui est augmenté. Voilà. Ça permet aussi de poser le diagnostic d'autres maladies. Donc, quand on ne connaît pas le diagnostic, on fait le lavage, on récupère les cellules, on fait l'étude cytologique, bactériologique, mycobactériologique, en principe virologique, chose qu'on n'a pas. On fait la bactériologie simple, mais la mycobactérie, la bactériologie. On fait plusieurs études. Si on suspecte par exemple une silicose, on fait l'étude minéralogique. Est-ce que les minéraux, les tailleurs de pierre, اللي يخدموا الحجرة هذا. هذا اللي جاي من قدام.
ونحكي ما يقعد يتحرك هكا شاك فوا نقيسو يتحرك على هذاك باش ما يتحركش. alors on a dit que وهذا اللي كان جاي من الكوتي نشوف بلاصه وين. Voilà. Alors, on a dit la fibroscopie, elle permet de voir, de faire des biopsies de la muqueuse, pas des ganglions, mais il y a un autre procédé qui s'appelle la biopsie transbronchique. Transbronchique, ça veut dire quoi? On fait ce qu'on appelle l'écho-endoscopie. Un petit échographe réel, le fibroscope, on rentre au niveau des branches et on essaye de localiser les ganglions. Un ganglion, ou qu'il y a une petite aiguille qui traverse la branche, tel ganglion, elle fait une biopsie et on récupère le matériel pour étude anapath. Donc ça s'appelle la biopsie transbronchique. Qui a peut-être un centre fait algèbre que l'idée. Si on n'arrive pas, la dernière étape, c'est ce qu'on appelle la médiastinoscopie. Médiastinoscopie. On fait une petite incision, c'est un acte chirurgical, où le médiastinoscope, on a un ganglion, ils font la biopsie. Le cas ultime, c'est la chirurgie thoracique qui compte vraiment un besoin de diagnostiquer le ganglion. Est-ce qu'il est malin ou autre chose? C'est là ce qu'on appelle la thoracotomie. Donc on essaye d'aller toujours progressivement l'examen le moins invasif possible, la lésion la plus accessible. Si vous avez une atteinte cutanée, ce n'est pas la peine d'aller biopsier le poumon avec les procédés qui sont en général invasifs. Alors on a dit, d'abord vous avez la clinique, la radio, faites une fibroscopie, on fait une EFR. Alors l'EFR en général pour les premiers stades, elle est normale. On a dit, elle n'est pas compressive. S'il y a une compression, elle nous donne une obstruction. Donc, si vous avez une compression, ça ressemble un petit peu à la branche normale, comme ça. On respire, il n'y a pas de problème. Mais quand la branche elle est en obstruction, à l'EFR, on trouve le rapport VMS sur CVF qui est bas. VMS sur la capacité vitale forcée. Alors, si vous avez une compression, donc comme les branches, vous avez une compression bronchique, extrinsèque ou intrinsèque, vous aurez un syndrome obstructif. Le cas de la sarcoïdose, il n'y a pas de compression, donc l'EFR est normal, sauf pour les stades avancés. Donc pour le stade 3 et 4, en général, vous avez une atteinte du parenchyme. Donc ça donne ce qu'on appelle l'atteinte interstitielle qui va se manifester à l'EFR par une restriction. Mais une obstruction, une restriction. La restriction sur le poumon, le volume du poumon, il est petit. Vous avez donc, une fois vous avez une atteinte de la barrière alvéolo-capillaire, il y a un problème de transfert du CO. Donc c'est un reflet de la barrière alvéolo-capillaire qui traduit qui reflète l'atteinte pulmonaire. On fait aussi l'étude des gaz du sang. Les gaz du sang, on recueille en principe un sang artériel, moche un sang veineux. Sang veineux, il est riche en CO2. Le sang artériel, il a l'état d'oxygénation du poumon. On fait un angle de 45 degrés, on cherche l'artère radiale. En général, on fait avant le test d'Allen. C'est quoi le test d'Allen? Donc on fait une obstruction des deux artères radiales et avec ma cubitale. Et on relâche la première. S'il y a une revascularisation, ça veut dire que l'artère est bonne. On fait le test une deuxième fois et on relâche l'autre artère. S'il y a une revascularisation, ça veut dire que les deux artères, elles fonctionnent bien. Et on fait le test. Le problème, c'est quand il y a une seule artère qui marche, on ne fait pas le test parce qu'il y a un risque de thrombose artérielle. Si vous avez une thrombose, c'est tout le membre qui est nécrosé. Donc, petite inclinaison, on fait un recueil du sang artériel et on l'achemine rapidement vers le laboratoire ou là vers le gazomètre. Donc, il nous donne l'étude du sang. Est-ce que c'est un sang qui nous donne les paramètres pH, PaO2 et PCO2. C'est l'examen meilleur, c'est l'examen le plus performant pour connaître l'état d'oxygénation du sang. Actuellement, on utilise les saturomètres. La saturation, saturomètre, oxymètre de poule et saturomètre digital. Fait des équations, il vous permet de déterminer à peu près la saturation en oxygène, avec des limites bien sûr. Quand le malade est en état de choc,
saturation, mais mais par contre, les gaz du sang, vous avez les gaz la saturation au niveau du sang. Si vous avez une malade surtout pour les femmes qui ont le vernis à ongles, ou là, ils disent le henna, ou là, ils ne mesurent pas bien. C'est les obstacles. Les états de choc. Les obstacles. L'avantage de l'oxymètre de pouls digital, ou digital, l'oxymètre de pouls, c'est qu'il est reproductible. Ça veut dire quoi? Vous avez un malade qui a une atteinte Covid, vous faites la saturation, la normale c'est 95%, au-delà de 95, 96, 99. Vous avez une saturation qui est diminuée, vous augmentez l'oxygène, vous avez la réponse immédiate, vous attendez 30 secondes ou 1 minute, la saturation elle remonte. Donc ça nous permet de régler le débit d'oxygène. Malade l'ILASMO 10 litres, c'est pas la peine de le 15 litres. Mais on ne peut pas faire des gazomètres à chaque fois, c'est astreignant. C'est pour ça qu'ils ont inventé les saturomètres. Il y a aussi, ça s'appelle l'oxymètre, il y a aussi les capnographes. Capnographe, il permet de mesurer la PaCO2. Oxymètre de peau, donc il permet d'avoir une idée sur la PaO2. Les capnographes, ils permettent de mesurer la PaCO2. Mais c'est pas disponible partout. Ils sont très chers. Donc, gaz du sang, stade 4, il permet de montrer une PaO2 qui est basse. Pourquoi on fait l'étude des gaz du sang? C'est pour indiquer l'oxygène au long cours. Les malades qui ont une insuffisance respiratoire chronique, c'est des malades qui ont besoin d'oxygène en permanence. Donc on fait deux mesures de PaO2 à 15 jours d'intervalle, après 15 jours. Si vous avez une PaO2 toujours diminuée, inférieure à 55, ou là entre 55 et 60, avec une polyglobulie, la désaturation nocturne, ou d'autres critères, on indique l'oxygène au long cours, soit pour les fibroses, soit pour la BPCO, soit pour une insuffisance respiratoire chronique. De toute façon, je vais les détails. Je reprends. Vous avez la clinique, vous avez l'imagerie, vous avez la fibro, le FR et les autres examens biologiques. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vais commencer en bas. Alors, on a l'IDR. Qu'est-ce qu'on a dit pour l'IDR? Négatif. L'énergie. Énergie, ça veut dire réponse négative. Énergie tuberculinique. En général, 60 à 80% des cas. Mais c'est un élément d'orientation important. Donc, quand vous avez une IDR négative, ce n'est pas la tuberculose. En général, ce n'est pas la tuberculose. L'LBA, on a dit qu'on trouve une alvéolite lymphocytaire, voilà, avec augmentation du rapport CD4 sur CD8. On fait le dosage de l'ECA, l'enzyme de conversion de l'angiotensine. On a dit qu'elle est en général augmentée, supérieure à 60. Et c'est un bon indicateur de l'évolutivité de la maladie. Maladie en évolution, le granulome, il sécrète l'ECA, donc on trouve l'ECA augmenté. Quand elle est très augmentée, c'est très significatif pour dire que c'est une sarcoïdose. On trouve aussi, parce que le granulome il sécrète la vitamine D, on trouve une hypercalcémie et par conséquent une hypercalciurie. Le calcium est excrété dans les urines. Mais ce n'est pas très constant, un tiers des cas. Et on fait une immunoélectrophorèse à la recherche d'un pic d'IgM. Et en général, on n'a pas de syndrome inflammatoire, sauf dans le syndrome de Lofgren. On a l'atteinte énergie articulaire et tout ça. Alors, pour l'examen de certitude, on a dit que c'est... L'examen de certitude, c'est l'anapathe. Toujours pour le cancer ou pour les maladies granulomateuses, c'est l'anapathe qui vous dit que c'est une réaction granulomateuse ou la épithéliologie gonocellulaire sans nécrose caséeuse. Alors, pour le siège de prélèvement, on a dit l'idéal, c'est d'aller vers les lésions les plus simples, donc la peau. Ensuite, vous avez les glandes salivaires, l'atteinte parotidienne. On fait une biopsie des glandes salivaires. Sinon, c'est la fibroscopie, elle est moins invasive. Donc, on fait une biopsie avec des éperons et tout ça. Biopsie hépatique. Et dans les cas où on ne trouve pas le diagnostic, on peut aller vers la biopsie transbronchique éco-guidée, les BUS. Qu'un l'EUS ou les BUS. EUS, c'est éco-endoscopie œsophagienne. Donc, si on a un ganglion qu'on ne peut pas l'atteindre, comme la cartographie,
les branches, ou les derrière, l'œsophage. Donc on fait ce qu'on appelle l'écho-endoscopie œsophagienne. Donc on par voie digestive, on fait l'écho, on trouve le ganglion et on fait une biopsie. Ou là, écho-endoscopie bronchique. Si on ne trouve pas le diagnostic, on peut faire ce qu'on appelle la médiastinoscopie. Le médiastin, je vois qu'est-ce qui se passe. Avec des biopsies bien sûr. Alors, au total, pour poser le diagnostic de la sarcoïdose, vous avez besoin d'une présentation clinique, radiologique compatible, biologique éventuellement. Donc, ça s'appelle l'élément d'orientation. On a besoin d'une étude ANAPAT, c'est l'élément de certitude, et on doit exclure les autres diagnostics, qui m'a la tuberculose, l'histoplasmose. Donc, un tableau compatible, une ANAPAT compatible, et on élimine les autres diagnostics. Des fois, on a tout un tableau qui ressemble, mais les BK par exemple. On isole un BK. Donc, on va dire que c'est une tuberculose. Alors, le diagnostic. Il n'y a pas qui m'a la tuberculose, diagnostic est facile. Pas tuberculose sans BK. Vous avez les BK, c'est une tuberculose. La sarcoïdose, non. C'est un ensemble d'arclumes. Alors, vous avez les diagnostics différentiels. Vous avez, devant l'atteinte radiologique, vous avez les adénopathies. On peut les trouver dans la tuberculose, les lymphomes. L'atteinte parenchymateuse, il y a milliards tuberculeuses, elle peut donner une atteinte parenchymateuse. Les pneumoconioses, la silicose et tout ça. L'atteinte extra-respiratoire, ça pose un problème avec, avec chaque localisation. Par exemple, une atteinte, une uvéite antérieure, c'est l'ophtalmologue qui va vous dire est-ce que c'est sarcoïdose ou autre chose. Et devant l'ANAPAT, on a dit que l'histoplasmose, corps étranger, berylliose, tuberculose, tout ça, ça pose un diagnostic avec la sarcoïdose. Alors, on a conclu que c'est une sarcoïdose. Est-ce qu'on va traiter, oui ou non? On a dit que la majorité des cas évoluent spontanément sans traitement. Voilà, guérison spontanée. Donc, ça justifie une surveillance. Une surveillance. Donc, un malade, on le voit aujourd'hui, on le revoit après 3 mois. Donc, on a posé le diagnostic et on va l'évoluer après, on va le surveiller après 3 mois pour voir est-ce qu'il évolue bien, est-ce qu'il évolue mal, est-ce qu'on doit le traiter et avec quel traitement. Alors, donc, on a dit le traitement, il dépend de l'ancienneté de la maladie, de l'importance du retentissement sur la fonction respiratoire surtout, et les autres atteintes graves. Donc, on a dit que la localisation de la sarcoïdose, elle est un peu partout, et il y a certaines localisations qui sont graves. Alors, pour les indications, stade 1, asymptomatique, ou là, le syndrome de Lofgren, abstention, pas de traitement. Pour le stade 2 et 3, abstention, sauf s'il y a une dyspnée, anomalie à l'EFR, ça veut dire CVF inférieur à 65%, DLCO moins de 60%. Ça va, alhamdoulilah. Et maladie en progression. Donc pour le stade 1, pas de traitement, surveillance. Stade 2 et 3, surveillance. Ou si vous avez des signes avec dyspnée, avec EFR avec des chiffres qui sont bas, on peut commencer le traitement. Sinon, si vous avez une atteinte obstructive à l'EFR, si vous avez on a dit qu'en principe il n'y a pas d'obstruction, mais si vous avez une obstruction à l'EFR, c'est une indication pour le traitement. Voilà, obstruction ou la compression bronchique. Si on trouve une compression, c'est une indication. Ou pour le stade 4, si vous avez encore des signes d'activité, ça veut dire le CIA toujours augmenté. On a dit le CIA, il reflète l'activité de la maladie. Quand on arrive au stade 4, généralement, il baisse. Mais quand il est toujours augmenté, ça veut dire qu'il y a une activité de la maladie. Alors, maintenant, le traitement. Le traitement, c'est un traitement qui est lourd. J'ai un traitement de 2 années. Malade avec des corticoïdes. Et vous connaissez très bien les complications de la corticothérapie au long cours. C'est l'obésité, c'est le diabète, c'est l'HTA, c'est les déformations, c'est l'ostéoporose, c'est هشاشة العظام أو الشعب كل عاد يعرف هذيك هشاشة العظام هذه. تجي تقول لك عندي هشاشة العظام وهي لاباس بها. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui prennent les corticoïdes en automédication. Les jeunes filles qui يبغيو يزيدوا البوا يروحوا للفارماسي يشريو السوليبراد ولا ما عرفتش يشريو les corticoïdes تزيد la diabète, la tension بصح تزيد البوا. هذه c'est les conséquences de l'automédication عندنا حنا. Alors le traitement
de la sarcoïdose, c'est une corticothérapie au long cours, 18 jusqu'à 24 mois. On peut prescrire les AINS pour les formes légères, mais pour le malade chez lesquels on décide de traiter, c'est 24 à 18 mois. Comment on va traiter? On va commencer par une dose 0,5 à 1 mg pendant 3 mois, en fonction du poids, 0,5 à 1 mg par kilo. Un malade usine 60 kg, on peut commencer par exemple par 40 mg pendant 3 mois, avec bien sûr le traitement adjuvant. Quand on donne les corticoïdes, on donne toujours un traitement adjuvant. Où je fais le traitement adjuvant de la corticothérapie? Voilà, pansement gastrique, Zidou. Potassium, on donne le potassium et on donne le calcium. Mais le cas de la sarcoïdose, on ne donne pas le calcium parce qu'il y a une hypercalcémie. On ne donne pas de vitamine D. Donc, supplémentation, on ne donne pas de vitamine D ni de calcium. Par contre, on donne le potassium et on donne le pansement gastrique. Donc, palier de 3 mois. Ensuite, on va diminuer les doses par petits paliers. Chaque fois, 5 mg ou la bêtise. Chaque 3 mois, on diminue de paliers pour atteindre la dose minimale efficace et on continue le traitement jusqu'à 24 mois parfois. Alors, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, donc il y a des cas, ce qu'on appelle les cas de corticorésistance. Un malade, il est sous corticoïdes et ça ne marche pas. On peut passer à un autre volet thérapeutique, c'est les immunosuppresseurs, surtout l'azatioprine, méthotrexate et les antipaludiens de synthèse, le plaquenil. On l'utilise, mais quand il n'est plus recommandé. Plaquenil, c'est la chloroquine. Parfois la chloroquine voilà, paludisme, mais on l'utilise dans plusieurs maladies, à savoir qui m'a le sarcoïdose ou là le SARS-CoV, Covid. Donc, s'il y a une corticorésistance ou s'il y a des contre-indications au traitement corticoïde, par exemple, malade un diabète déséquilibré ou là une HTA mal équilibrée, on ne peut pas le mettre sous corticoïde parce que ça va déséquilibrer le diabète ou l'HTA. Il y a aussi les anti-TNF-alpha en troisième ligne, c'est des anticorps monoclonaux, c'est l'actualité de cas. Et pour les formes simples, on a AINS local. On peut donner pour le syndrome Lofgren des AINS, c'est pour quelques jours. Donc, je reprends, c'est un traitement qui est lourd. C'est les immunosuppresseurs, c'est les corticoïdes. Donc, on doit bien juger les indications avant d'entamer le traitement. Donc, on doit bien évaluer, on doit d'abord surveiller le malade. Et s'il se dégrade, ou là, si son état ne va pas, ou là, s'il y a une atteinte grave, on commence le traitement. Pour les atteintes graves, c'est surtout l'atteinte cardiaque avec trouble du rythme, atteinte neurologique, atteinte sinusienne, atteinte rénale, atteinte postérieure de l'œil, c'est les uvéites postérieures. C'est une indication. L'uvéite antérieure, c'est une indication au traitement local. Nous donnons les corticoïdes. Local, ça marche. L'atteinte hépatique avec cholestase marquée, la splénomégalie. Donc, c'est les indications d'un traitement général. Localisation grave, c'est les indications d'un traitement général. Parce que si on ne traite pas, il y a un risque sur l'organe. Un risque de, par exemple, l'atteinte cardiaque, elle est mortelle. Donc, on doit traiter. On ne doit pas attendre 3 mois, mais on va voir est-ce qu'il y a une aggravation ou non. On termine par le pronostic. Alors, on a dit que 80% des formes évoluent bien, spontanément, même sans traitement. Donc, avec ou sans traitement, l'évolution est favorable dans 90%. Les 10 à 20% restants gardent des séquelles. Et il faut savoir qu'il existe quand même une mortalité entre 1 et 5% pour la sarcoïdose. On fait une petite pause. 10 minutes, les 5 minutes de pause. Si vous avez des questions, je suis là.